Bonjour tout le monde, nous allons maintenant lire le troisième chapitre de Emily et le crayon magique. Ok, chapitre 3. Ok. Il règne une telle agitation à l'intérieur du château que personne ne remarque l'entrée d'Emily. Des seigneurs en pourpoint de velours bordés de hermine viennent visiblement d'arriver à cheval en compagnie de nobles dames. Des écuyers les aident à descendre, puis des palefreniers conduisent les montures aux écuries. Des groupes de gens revêtements chamarrés se dirigent vers une cour d'où semblent venir des cris, des rires, des applaudissements, de la musique. Qu'est-ce qui se passe? Demande le crayon, terrifié par tout ce brouhaha. Je t'avais bien dit qu'on ne savait pas ce qu'on allait trouver. On dirait qu'il y a une fête, répond Emily. Si j'avais su, j'aurais mis ma robe à fleurs avec deux volants. La petite fille s'arrête pour admirer une châtelaine qui passe devant elle, accompagnée d'un chevalier. Elle porte une coiffe à bourrelet de soie en forme de cœur, d'où s'échappe une longue écharpe blanche. « Ce que c'est beau !» murmure Emily. « Je m'achèterais bien la même. » Au bout d'un moment, le crayon, absorbé par le spectacle, oublie ses craintes et presse Emily et des questions voulant tout savoir sur le Moyen-Âge. Emily lui explique qu'il se trouve dans le château de Monsieur Robert, un seigneur du XIVe siècle, célèbre pour les fêtes qu'il organise en toute occasion. « Et puis tu sais, précise-t-elle, on prépare les réjouissances plusieurs semaines à l'avance. Dans la cuisine du château, on fait rôtir des bœufs et des moutons entiers. Et on confectionne des tonnes de gâteaux. » La fin des explications d'Emily se perd dans le tintamarre, la musique et les remous de la foule. Jusque-là, personne ne s'est étonné de son jean, de sa chemise à carreaux et de ses chaussures de tennis. « C'est de quoi que je suis transparente, » dit en riant la petite fille. Le crayon, lui, tremble de frayeur dès que quelqu'un regarde dans la direction, mais la foule est trop occupée à s'amuser pour remarquer la tenue insolite d'Emily. Et la petite fille, toute décontractée, passe une porte qui donne sur le chœur central. Elle se retrouve au milieu des gens qui dansent, chantent, rient et se bousculent. Il y a là, pêle-mêle, des seigneurs de turbans de soie, des dames vêtues de robes magnifiques, des paysannes en corselet et des manants en coiffe de laine. Partout se tressent des éventaires, offrant quantité de galettes au miel, aux amandes, aux noisettes, des pichets de boissons à la cannelle. Emily est ravie. Elle se faufile dans la foule qui se presse autour des pyramides de sucreries et se sert abondamment. « Ça me rappelle le mariage de ma tante Marceline, dit-elle la bouche pleine. J'avais eu une indigestion de chou dans la crème. » Le crayon, scandalisé par une telle goinfrerie, lui crie de s'arrêter. Emily ne l'écoute pas. Elle est captivée par les multiples spectacles qui se donnent aux quatre coins de la cour. Ici, sur des tréteaux, des comédiens masqués racontent des histoires de diables et de sorcières. Plus loin, un ménestrel joue de la viole, une chèvre danse au son d'une flûte, un ours tape sur un tambourin, des singes sautillent un peu partout. « Jamais je n'aurais cru le Moyen-Âge si amusant. » Oh, désolé, c'est des crayons qui parlent. « Jamais je n'aurais cru le Moyen-Âge si amusant, » dit le crayon médusé. « C'est parce que tu n'as jamais entendu Madame Remuffa, » répond Emily d'un ton supérieur. « Regarde, continue le crayon, qu'est-ce que c'est que cette énergumène? »« Le bouffon, » explique Emily, « un personnage très important qui distrait le seigneur et peut se permettre de tout lui dire. » Le fou est en train d'exécuter des pirouettes sensationnelles. À chaque cabriole, les clochettes de son drôle de bonnet en forme de berlingot se mettent à tinter. Sa culotte bouffante
violets et roses, et ses bas bicolores lui donnent des airs de nain jaune. Emily rit aux larmes. « Qu'il est amusant !» s'exclame-t-elle. Lorsque le bouffon a réuni autour de lui une foule compacte, il s'arrête brusquement et crie d'une voix de fausset. « Par ici, le tournoi va commencer !» Il entraîne tout le monde vers un autre chœur intérieur, encore plus grand que le précédent. Emily ne sent plus de joie. « Tu as entendu un tournoi? Je vais voir un vrai tournoi! »« Qu'est-ce que c'est? » interroge le crayon. Mais Emily ne lui répond pas, trop occupée à se glisser le plus près possible des tribunes sur lesquelles flottent des bannières aux armes de Franche-Comté. Leur entrée est gardée par 2 chevaliers. Profitant des remues de la foule et d'une distraction de garde, Emily gravit quelques marches de bois et domine, ébloui, l'assemblée des seigneurs et de dames installés dans de grands fauteuils de velours au bord d'une immense piste ovale. Des yeux, elle cherche une place. Elle en aperçoit une au premier rang, près d'un seigneur à l'allure majestueuse, coiffé d'un turban incrusté de pierreries. Il s'agit de Messire Robert en personne. Le crayon est terrorisé. « Voyons, Emily, sois raisonnable. Tu ne vas pas tout de même. »« Et puis quoi encore? Tu ne t'imagines pas que je vais rater ça? » Emily s'installe aux côtés de Monsieur Robert, le cœur battant. Quelle aventure! Le seigneur, absorbé dans la contemplation des préparatifs du tournoi, ne l'a pas vu. « Qui sont les 2 champions? » chuchote Emily à son oreille. « Voyons, mamie, vous le savez bien, » répond le seigneur avec un haussement d'épaule, sans se retourner. Emily a bien du mal à retenir un fou rire. Le seigneur l'a prise pour Dame Isabeau, sa femme. C'est alors qu'un cri de surprise, tout près d'elle, la fait sursauter. Messire Robert tourne la tête et découvre, installé dans le fauteuil de son épouse, une étrange fille au visage d'enfant encadré de boucles blondes. C'est Dame Isabeau qui a crié et qui, debout devant l'intruse, reste maintenant bouche bée d'étonnement. « Qui êtes-vous? Et quelle est cette tenue? » interroge Messire Robert d'un air irrité. L'inconnu ne paraît pas gêner le moins du monde. « J'ai dessiné votre château, » commence Emily en regardant le seigneur droit dans les yeux, et à ce moment, elle entend le crayon qui lui murmure. « Ne dis pas une chose pareille, personne ne te croira. Dis que tu viens d'un autre pays, n'importe quel. » Emily fait un beau sourire, esquisse une courbette et réfléchit à tout à l'heure à ce qu'elle pourrait bien raconter. Ça y est, elle a une idée. « Voilà, reprend-elle. Je viens d'un pays lointain, par-delà les mers. J'ai pris un avion, un navire. Nous avons fait naufrage. J'ai été rejeté sur une grève. Ensuite, j'ai marché, jusqu'à ce que j'arrive à votre château. » Monsieur Robert, les sourcils froncés, a l'air plutôt sceptique. Mais pour l'heure, il est fort préoccupé par le tournoi et décide de couper court à cet incident. Car un cercle de curieux s'est formé autour d'Emily, et cela laisse présager une agitation sans fin. Déjà, des exclamations fusent de tous côtés. « Quelle curieuse demoiselle! Regardez sa chevelure! Comme ses vêtements sont étranges, elle n'a pas de robe ni de coiffe. » Emily, elle, trouve les dames magnifiques. Elles ont des robes brodées d'or à larges manches, des draperies à la taille, des coiffes ornées de voiles. « J'aurais vraiment dû mettre ma robe à volants, » murmure-t-elle pour la seconde fois. Messire Robert se lève, excédé. « Finissons-en avec ces palabres. Il est temps que le tournoi commence. » Il va demander au héros d'armes de souffler dans sa trompe pour donner le signal, quand une petite voix aiguë se fait entendre. «
Père, père, attendez, le chevalier Nepomucène n'est pas en état de combattre. C'est Guillaume, le jeune fils de Messire Robert, qui accourt tout essoufflé. Il a les joues rouges, de longs cheveux noirs et porte un casque de velours écarlate sur une chemise verte bouffante. Messire Robert le laisse arriver jusqu'à lui, l'air sévère. « Comment dites-vous là, mon fils ?»« Il est souffrant, il a une mauvaise fièvre. » Un murmure d'effroi accueille la nouvelle. Tous ceux qui sont présents savent que l'enjeu du tournoi est capital. Si Messire Robert est vaincu, il devra céder une partie de ses terres à Messire Anselme, son rival. Et celui-ci, absent de la fête, a dépêché pour défendre ses couleurs le terrible Courtauld, connu pour manier la lance mieux que personne. On sait aussi que le baron Anselme est capable de tout. « Peste soit ce félon, rugit Messire Robert. Je jurerai qu'il s'est arrangé pour faire absorber à Nepomucène quelques breuvages empoisonnés. »« Qu'allez-vous faire, père ?» implore Guillaume, les yeux brillants de larmes. « Il faut absolument combattre, sinon Anselme va vous prendre vos terres. » Seul Nepomucène était suffisamment entraîné pour affronter Courtauld, déclare le châtelain d'un ton de n'aimer pas de réplique. Un silence pesant s'abat sur l'assemblée. Que va décider Messire Robert pour sauver son honneur? Moi, je peux me battre, clame soudain une voix claire. Guillaume découvre alors à son tour, médusé, une fille à peine plus grande que lui, qu'il n'a jamais vu auparavant. Une fille qui prétend combattre? Ça alors? Quelle idée saugrenue! Et pourtant, si cette fille était la dernière chance. L'intervention d'Emily a frappé l'assemblée de stupeur. Dame Isabeau, la première, retrouve la parole. « Voyons, ma mie, vous n'y songez pas? Quel âge avez-vous donc? 8 ans, répond Emily un peu gênée. Mais je sais déjà monter à cheval, et à l'école, enfin, je veux dire, dans mon pays, j'ai appris la façon de mener un tournoi. Je sais exactement comment m'y prendre. Et croyez-moi, avec ma méthode de vainqueur, n'est pas forcément le plus fort. » La petite fille a l'air si sûre d'elle que Seigneur et Gentilhomme en sont ébranlés. Guillaume supplie son père. « Père, je suis certain qu'elle dit vrai. Laissez-la tenter notre chance. »« Il n'en est pas question, mon fils. C'est encore un enfant. »« Un enfant qui a dû braver bien des périls pour arriver jusque nous d'un pays si éloigné que nous n'en avons jamais ouï parler. » glisse Dame Bolette d'un ton plein de sous-entendus. Savons-nous de quoi elle est capable? Messire Robert semble frappé par la justesse de cette remarque. Il doit reconnaître que l'irruption de cette étrangère a quelque chose de mystérieux. Emily n'est certainement pas une petite fille comme les autres. Pressé de donner son accord par les chevaliers qui l'entourent, il finit par céder. Et quoique très inquiet, il ordonne à son fils de conduire l'inconnu vers les tentes où se trouvent les armures destinées aux champions. Et ça, c'est le 3e chapitre. À demain. Au revoir.